maintenant passer la parole à notre camarade Vaguenat, du KKE, qui va donc nous faire parler. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Το να πει κάποιος ότι αύριο δεν θα υπάρχει Σοβιετική Ένωση σήμαινε για εμάς πως αύριο δεν θα ανατείλει ο ήλιος. Είχε πει σε μια συνέντευξή του ο ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο. Η φράση αυτή αποτυπώνει τα αισθήματα εκατομμυρίων κομμουνιστών και άλλων προοδευτικών ανθρώπων που καταλάβαναν πως η ανατροπή του σοσιαλισμού και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα σήμαιναν για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο μια μεγάλη κοινωνική οπισθοδρόμηση. Chers camarades, dire que demain il n'y aurait plus l'URSS signifiait pour nous que demain le soleil ne se lèverait pas, avait dit le leader de la révolution cubaine, Fidel Castro, dans une interview. Cette phrase montre le sentiment de millions de communistes et d'autres personnes progressistes qui ont compris que le renversement du socialisme et la dissolution de l'Union soviétique entraînerait un recul social majeur pour les travailleurs du monde entier. Il y a quelques semaines, 100 ans depuis la fondation de l'Union des républiques socialistes soviétiques ont été accomplis. L'unification des peuples sur un pied d'égalité, et même avec le droit de retrait de l'URSS, a créé un nouveau type d'organisation étatique basé sur les principes de solidarité et d'internationalisme des travailleurs des nations les plus diverses. Un État a été formé sur la base économique commune de la socialisation des moyens de production, de la planification centrale de l'économie et du contrôle ouvrier. Aujourd'hui, il n'y a plus l'URSS qui a été dissoute il y a 31 ans. Le résultat, entre autres, a été une usine à mensonges et à calomnies à son encontre, mais cela ne peut pas changer certaines constantes de la réalité, comme par exemple le peuple qui vivait dans les territoires appartenant auparavant à l'Empire tsariste est caractérisé par un profond retard économique, technologique, social et culturel. Ils ont connu, grâce à la formation de l'URSS, un développement économique et social sans précédent, une renaissance nationale et culturelle. L'exploitation de l'homme par l'homme a été abolie. Parmi les centaines de nations vivant sur ces territoires, beaucoup ont acquis une langue écrite. L'analphabétisme a été vaincu. La science et la culture ont prospéré. Les peuples de l'URSS ont bénéficié des acquis sociaux et politiques sans précédent, tels que les soins de santé gratuits, l'éducation gratuite, le logement bon marché, la journée de travail de 8 heures, l'âge bas de départ à la retraite, 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes, l'élimination du chômage, la protection de la maternité et de l'enfance, la sécurité sociale, des mesures importantes pour abolir l'inégalité entre hommes et femmes, l'élection des représentants du peuple directement des lieux de travail et le droit de les révoquer en cas de non-respect de leurs engagements avant même la convocation des élections suivantes, etc. Le rayonnement des acquis sociaux et politiques de l'URSS a exercé une influence considérable sur tout le monde capitaliste. Et le peuple en lutte pour leurs droits contre le colonialisme, le capitalisme et la guerre impérialiste ont trouvé un ferme défenseur. L'URSS a été la puissance principale qui a écrasé le monstre du fascisme auquel le capitalisme a donné naissance. Leningrad, Stalingrad, la bataille de Moscou et de Kursk et tant d'autres sacrifices du peuple soviétique resteront dans l'histoire, tout comme l'image du drapeau rouge sur le Reichstag que l'armée rouge a cloué dans les guerres de l'Allemagne nazie. L'URSS a navigué dans de nouvelles eaux, jusqu'alors inexplorées, dans l'évolution sociale. Et dans ce parcours, elle n'a pas pu éviter des faiblesses, des distorsions, des erreurs, comme le changement du mode d'élection des soviets, l'emprunt des mécanismes du marché des années 1960, ayant comme résultat l'affaiblissement du pouvoir ouvrier
de la propriété sociale des moyens de production et de la planification scientifique centrale, créant progressivement les conditions économiques, sociales et politiques qui ont ouvert la voie à son renversement avec la perestroïka, les années 1980. Le renversement du socialisme en URSS ne s'est pas fait par des soulèvements et des révolutions populaires, mais de l'intérieur et d'un homme. À la suite de la transformation opportuniste du Parti communiste et de la direction politique correspondante du pouvoir soviétique. Dans la pratique, les forces de l'opportunisme qui avaient dominé la direction du Parti communiste de l'Union soviétique ont joué un rôle traître pour la cause du socialisme et ont guidé le processus de la contre-révolution. Ainsi, ces forces ont exprimé les forces sociales qui avaient progressivement émergé au sein de la société soviétique, contrôlant peu à peu les structures du pouvoir soviétique et du Parti communiste, cherchant un retour au capitalisme. Chers camarades, aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous devons demander au peuple comment est notre monde. Est-il devenu meilleur sans l'URSS? Les partis de droite, les partis sociaux-démocrates et eurocommunistes qui ont combattu l'URSS, qui ont célébré sa fin, avaient-ils raison? Aujourd'hui, le peuple, confronté aux problèmes toujours plus nombreux causés par le capitalisme, peuvent voir comment, après la dissolution de l'URSS, et le renversement du système socialiste en 1991, l'exploitation brutale de l'homme par l'homme s'est intensifiée jusqu'aujourd'hui, au siècle de 2023. Des acquis importants desquels la classe ouvrière et le peuple jouissaient pour des décennies sont écrasés. Les effroyables conditions de travail reviennent, avec le démantèlement de la sécurité sociale, la restriction des libertés et des droits syndicaux, l'augmentation du chômage. Les crises économiques et une série de lois anti-travailleurs et anti-populaires s'intensifient. Les problèmes sociaux se multiplient, avec la commercialisation de la santé et de l'éducation, les problèmes aigus du logement, les ventes aux enchères des résidences principales, la pauvreté énergétique, les prix excessifs, l'inflation qui ronge les revenus du peuple, la taxation lourde des couches populaires. Dans le même temps, les antagonismes et les rivalités impérialistes s'intensifient, entraînant des interventions, des conflits et des guerres impérialistes comme celle en Ukraine. La menace d'une catastrophe nucléaire s'intensifie, tandis qu'une hausse des flux de réfugiés et de migrants est observée. Bien sûr, les approches bourgeoises, tant dans les territoires de l'ex-URSS que dans l'Ouest, tentent de présenter le capitalisme comme une voie sans unique, sans aucune issue alternative pour le peuple. Alors, ces approches reproduisent de nombreuses calomnies sur l'inefficacité de l'économie centralement planifiée et sans marché, sur les prétendus crimes du communisme, comme les fameux holodomors promus en Ukraine par tous les régimes bourgeois ces dernières 30 ans. Ils disent encore que l'URSS a été dissoute parce que Lénine et les bolcheviks ont miné ses fondations, comme Poutine le prétend. Le dénominateur commun de toutes ces personnes est l'anticommunisme et la distorsion de faits historiques dans le but de promouvoir leur politique et plan antipopulaire. De plus, certains porte-parole bourgeois qui ont combattu l'URSS tentent à nouveau de tromper le peuple en prétendant que la guerre en Ukraine est due à Poutine qui veut reconstituer l'URSS. Mais Poutine, Zelensky et les autres régimes bourgeois dans les territoires de l'ex-URSS sont taillés dans la même étoffe qu'eux. Ils sont les résultats du renversement du socialisme et de la restauration du capitalisme. Et cela ne change pas parce que la direction russe, comme toute direction bourgeoise, agit comme un caméléon et n'a aucun problème à utiliser telle ou telle notion artificielle, même utiliser l'héritage de l'URSS qu'elle a combattu passionnément dans un passé récent et qu'elle continue de combattre à sa manière, afin de promouvoir ses propres intérêts de classe dans la grande course
qui fait rase avec les autres puissances impérialistes, États-Unis, OTAN, Union européenne, pour les matières premières, l'énergie, les routes de transport de marchandises, les appuis géopolitiques, la force de travail ou les parcs de Marseille. Mais cela ne signifie pas du tout qu'ils cherchent à ressusciter l'URSS. Ce n'est pas l'intention de tous ces parasites qui, comme dans chaque pays capitaliste, ainsi en Russie d'aujourd'hui, ont en main les clés de l'économie et du pouvoir. Leur objectif était et reste l'unification capitaliste des territoires des pays issus de l'ex-URSS, où la bourgeoisie russe aura un rôle fort et distinct, similaire à celui de l'Allemagne et de la France dans le processus d'unification capitaliste dans les territoires des pays de l'Union européenne. La guerre n'est donc pas due à une quelconque nostalgie pro-soviétique des dirigeants russes, mais à la confrontation entre les puissances du bloc impérialiste euro-atlantique, États-Unis, OTAN, Union européenne, et le bloc impérialiste eurasien, Russie, Chine, etc., qui est en train de se former. La reconstitution de l'URSS, qui était une union de républiques socialistes, la maison étatique commune des peuples qui construisait une nouvelle société socialiste communiste, ne dépend ni des Russes, de l'oligarchie russe, ni du décret de nostalgie de la population qui ne cesse d'augmenter, malgré le torrent de propagande anticommuniste. Elle dépend de la volonté concrète et du haut décret d'organisation des peuples, ainsi que de leur promptitude à revendiquer de nouveau tout ce qui leur appartient et qu'ils ont perdu au cours des 3 dernières décennies. Les puissances dominantes de l'Union européenne et des États-Unis cherchent à identifier la Russie d'aujourd'hui à l'URSS, sous le prétexte de totalitarisme, de dirigeants autoritaires, en se lançant dans une nouvelle chasse aux sorcières. Ils tentent notamment d'identifier l'inacceptable invasion russe de l'Ukraine avec l'aide militaire internationaliste que l'Union soviétique a offerte à divers pays dans le passé. Sur cette base, nous voyons que dans un certain nombre de pays, la campagne de destruction des monuments soviétiques s'intensifie. En Pologne, une nouvelle législation interdisant le Parti communiste est promue. Dans ces circonstances, les forces de gauche communistes qui justifient l'invasion russe de l'Ukraine, qui acceptent le prétexte de la démilitarisation et de la dénazification de l'Ukraine, et plus encore celles qui procèdent à l'identification absurde de l'URSS en État ouvrier avec la Russie capitaliste d'aujourd'hui, où les intérêts de la minorité sont aux commandes, nuisent au mouvement ouvrier communiste. La tentative d'établir des parallèles entre tantôt la guerre finno-soviétique, tantôt la grande guerre antifasciste du peuple soviétique et la guerre impérialiste en Ukraine est totalement trompeuse car elle fait abstraction du caractère de classe des forces qui étaient en conflit à l'époque et aujourd'hui. Ces forces, soi-disant de gauche communistes, ne reconnaissent pas que dans la Seconde Guerre mondiale impérialiste, dont une partie était la bataille dure et héroïque menée par le peuple soviétique et l'armée russe, seul l'URSS et le mouvement des guérillas, des partisans des pays régime bourgeois démocratiques participaient à la coalition anti-hitlérienne. Mais comme la direction fasciste allemande, il était responsable de la guerre impérialiste. Ils ont commis d'énormes crimes pendant son déroulement et leurs intérêts étaient largement antipopulaires, comme l'a montré l'intervention impérialiste de la Grande-Bretagne et des États-Unis en Grèce à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'URSS est une chose et la Russie capitaliste d'aujourd'hui c'en est une autre. Tout comme l'URSS et la Chine d'aujourd'hui sont complètement différentes. Aujourd'hui, en Chine, les rapports de production capitaliste prévalent. Les besoins sociaux ont été commercialisés. La main-d'œuvre est une marchandise, comme dans le reste du monde capitaliste. Depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui, plus de 60% du PIB de la Chine est généré par le secteur privé. Des millions de personnes sont condamnées à la pauvreté, alors que la Chine compte le plus grand nombre de milliardaires au monde, qui ont à leur disposition des groupes colossaux de commerce électronique, de banques, des usines, des hôtels,
des centres commerciaux, des cinémas, des médias sociaux, des sociétés de téléphonie mobile, etc. Dans le même temps, des dizaines de millions de migrants internes itinérants qui ont un travail temporaire ou même sont au chômage ne sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles et peuvent représenter jusqu'à 30% de la main-d'œuvre du pays. Des dizaines de millions de personnes sont exclues des services sociaux contemporains, tels que l'enseignement technique et supérieur, les services de santé, en raison de leur commercialisation et étant donné que ces personnes ont des revenus très faibles. Quel rapport y a-t-il entre ce qui précède et l'expérience de l'URSS? À notre avis, aucun. Certains font référence au système de sécurité de l'ONU et de la OSCE, l'ancienne conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui ont été mises en place avec la constitution active de l'URSS en 1945 et 1975 respectivement, afin d'appeler à la formation de nouveaux systèmes de sécurité, tant internationaux que régionaux, qui peuvent prétendument prendre en compte les préoccupations de sécurité de toutes les parties et garantir à nouveau la paix, comme à l'époque de l'URSS. Ces points de vue, encouragés par les forces social-démocrates et opportunistes qui appellent à la création d'une nouvelle architecture de sécurité qui permettra prétendument de concilier pacifiquement les intérêts des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne avec ceux de la Russie et de la Chine pour parvenir à une coexistence pacifique sont totalement désorientantes pour le peuple, parce qu'il ne peut pas y avoir d'impérialisme pacifique, comme l'a montré Lénine. Il a été prouvé historiquement et théoriquement qu'aucun accord, aucune organisation internationale ou régionale entre les États capitalistes ne peut garantir la paix de manière permanente. Souvent, ces déclarations pacifistes que nous attendons ne sont qu'une feuille de vigne pour le soutien de la bourgeoisie de chaque pays dans les antagonismes et les guerres impérialistes. Et là aussi, l'attitude du Parti communiste français et du Parti communiste de la Fédération de Russie est très caractéristique. Le PCF, en date du 25 février 2022, le lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, s'est prononcé en faveur d'une perspective de paix et de sécurité durable en Europe sur les bases des principes de l'acte final de la conférence d'Helsinki et de la Charte de Paris de 1990. Le 30 novembre 2022, cette position a été combinée par le Parti communiste français avec le vote au Parlement français pour la livraison d'armes du pays en faveur du gouvernement réactionnaire de Zelensky, ainsi que pour le nouveau renforcement de l'OTAN avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Dans le même temps, de la part du Parti communiste de la Fédération de Russie, le soutien de la bourgeoisie russe à la guerre impérialiste en Ukraine est mené, entre autres, à la fois au nom de la défense de la civilisation russe dans la guerre des civilisations et de la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité et des relations internationales qui commence à prendre forme avec l'invasion russe de l'Ukraine. Il est connu que l'opportunisme, à des moments critiques, avec divers arguments séduisants, comme par exemple pour la paix, soutient les plans impérialistes et les guerres des classes bourgeoises de chaque camp. Comme on le sait, le KKE ainsi que 44 autres partis communistes et 30 jeunesses communistes se sont opposés à la guerre impérialiste. Le KKE souligne que la classe ouvrière et les couches populaires ne doivent pas choisir un camp impérialiste dans ce conflit. Le bon côté de l'histoire est de renforcer la lutte contre le capitalisme pour le renversement du pouvoir bourgeois et pour la construction de la nouvelle société socialiste. Dans le même temps, nous devons noter qu'une série d'évaluations erronées et la ligne politique d'émulation pacifique entre les deux systèmes qui a dominé l'URSS après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique ont été pour leur communisme et pour les opinions opportunistes en général du vent dans le voile. Nous parlons tout d'abord de la surestimation des processus mondiaux positifs après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a dominé l'URSS, ainsi que la distinction erronée de la part de l'URSS des forces bourgeoises des autres pays.
Cette distinction déformait la référence de Lénine à la coexistence pacifique, qui concernait les relations économiques et commerciales entre les deux systèmes socio-économiques, et laquelle a été transformée, et un contenu idéologique et stratégique a été attaché à elle. Une telle position, cependant, dans la pratique, embellissait le capitalisme et renforçait la fausse notion que, au moins pour une période historique, les deux systèmes pouvaient coexister et être en compétition pacifique l'un avec l'autre. Sur cette base, des positions utopiques, des politiques opportunistes pour les systèmes de sécurité internationaux et régionaux ont été développés, qui assureraient la coexistence pacifique et le respect mutuel des deux systèmes sociopolitiques, sous-estimant la nature prédatrice de l'impérialisme. Le KKE, après avoir étudié l'histoire de l'URSS, a estimé que la ligne de la coexistence pacifique, comme elle a été développée durant les premières années de l'après-guerre, dans une certaine mesure au XIXe et principalement au XXe, auprès du Parti communiste de l'Union soviétique, 1956, reconnaissait la barbarie capitaliste et l'agressivité des États-Unis et de la Grande-Bretagne et de certaines fractions de la classe bourgeoise et les forces politiques correspondantes dans les États capitalistes d'Europe occidentale, mais non pas en tant que partie intégrale du capitalisme monopoliste de l'impérialisme. De cette manière, elle a permis le développement de conceptions utopiques, comme le fait qu'il serait possible pour l'impérialisme d'accepter à long terme la coexistence avec des forces qui avaient brisé sa domination mondiale. Chers camarades, aujourd'hui nous sommes appelés à examiner le parcours historique de l'URSS, à rejeter l'antisoviétisme et l'anticommunisme développés par des forces bourgeoises et opportunistes, mais en même temps à rejeter l'embellissement de l'URSS. Nous devons confronter de manière critique ce passé socialiste en tirant des leçons tant de ses points positifs que de ses faiblesses, afin de mieux répondre aux exigences actuelles pour le renversement révolutionnaire de la barbarie capitaliste et la construction de la nouvelle société socialiste et communiste. Είμαστε βέβαιοι ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ένας αιώνας νέων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και εξεγέρσεων, έχοντας ως ένα επιπλέον εφόδιο την πολύτιμη πείρα από την πρώτη απόπειρα οικοδόμησης της νέας κοινωνίας. Nous sommes sûrs que le 21e siècle sera un siècle de nouvelles révolutions et soulèvements socialistes, ayant comme ressources supplémentaires l'expérience précieuse de la première tentative de construction de la nouvelle société. Merci pour la traduction. Je crois qu'on peut vraiment saluer le panorama accompli par notre camarade Vaguenas, qui a rappelé l'apport pour son peuple et pour l'humanité, la construction socialiste en URSS, la perte que ça a constitué quand le capitalisme a été restauré. Et il a poursuivi de façon très intéressante, je crois, sur le thème de l'antisoviétisme, l'anticommunisme, et aussi aujourd'hui la nécessité de poser la question claire sur la différence entre le socialisme et l'impérialisme. Donc on l'en remercie beaucoup pour cet éclairage qui montre que ce qu'on fait aujourd'hui nous permet de mieux comprendre encore les questions actuelles. Voilà, merci beaucoup aux camarades Vaguenas. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à des Français. Donc Charles O'Haraud pour lancer l'Association nationale des communistes. Oui, d'abord, je voudrais remercier le PCRF de m'avoir invité à nous exprimer. On n'est pas toujours d'accord, mais on a décidé de travailler ensemble, de discuter sereinement de nos désaccords en toute fraternité.
À la période qu'on traverse, l'unité des communistes est importante. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. L'unité, je comprends la diversité. Et en tout cas, l'unité est vitale parce qu'on vit une période historique qui est lourde de menaces pour l'humanité. D'abord, j'ai deux excuses à vous demander. La première, parce que j'ai rien écrit avant, comme vous me l'aviez demandé. C'est pas très sérieux de ma part. Mais je m'enregistre, donc on pourra tout marquer. Et la deuxième, c'est que, alors ça c'est chiffré, c'est que la concordance des dates fait que de l'autre côté on a une initiative là, cette année qu'on a nos vœux à 19h, donc je vais être obligé de quitter en avril maintenant. J'ai au moins que c'était important qu'on vienne être ce soir pour marquer cette unité. Évidemment, la révolution russe, elle a marqué un espoir pour toute l'humanité. Moi, quand j'étais encore jeune, il y a longtemps de ça, je me rappelle de cette chanson qui disait au peuple russe, tu te libères, au peuple russe, pense à tes frères. Et j'ai appris par la suite que tout l'espoir qu'avait représenté la révolution russe, et puis surtout que nous, on avait connu la commune. J'ai appris cette anecdote de Lénine dansant sur la place rouge le 73e jour de la révolution russe en disant « Ouf, on a tenu un jour de plus que la commune de Paris ». Donc, je crois quand même, quand on parle de l'URSS, le problème, notamment pour les communistes français, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de la chute de l'URSS ni essayé d'analyser ce qui s'est passé. Quand je parle notamment, là je parle principalement du Parti communiste français, on n'a pas tiré la leçon de qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de l'intervention des travailleurs dans la gestion des entreprises. On n'a pas réfléchi sur la question de la place des travailleurs dans la conduite du parti et sur des questions aussi importantes que la différence entre l'étatisation et la nationalisation. Et pour une part, notamment en Europe de l'Ouest, c'est parce qu'on avait fait une croix sur l'URSS bien avant 1989. Et on avait glissé d'une conception révolutionnaire à une conception keynésienne. Chez nous, ça s'est traduit particulièrement par l'eurocommunisme, qui était un peu comme si on pouvait améliorer l'Union européenne de l'intérieur, le capitalisme moins inhumain, etc. Et en fait, c'était progressivement ce qui s'est affirmé comme un renoncement devant la difficulté du combat révolutionnaire contre le capitalisme. Et donc, on s'est résolu à cette disparition, et pas loin, certains pas loin dans notre cas, hein, ceux qu'on voit dans les manifs, ils partageaient presque l'idée qui avait prévalu à ce moment-là que, bon, l'URSS disparu, ben, c'était la fin de l'histoire. Hein, il n'y avait plus de contrepoids, parce qu'en fait, l'URSS a quand même joué le rôle de contrepoids par rapport à l'impérialisme américain pendant des décennies. Et donc, je crois que l'idée de la fin de l'histoire a traversé les mentalités. Sauf qu'aujourd'hui, les peuples, ils donnent le tort diversement à cette fin de l'histoire. Ils donnent le tort à Cuba et en Amérique du Sud avec la résistance qu'ils opposent à l'impérialisme américain. Ils donnent le tort en Palestine avec la résistance du peuple palestinien. Ils donnent le tort, y compris par la résistance à l'intérieur même des pays capitalistes et ou impérialistes, comme par exemple la Corée du Sud, où ils se battent malgré la loi de sécurité nationale depuis 1953. Ils donnent le tort aussi par le renouveau du panafricanisme en Afrique, et qui témoigne de la volonté du monde de débarrasser du capitalisme, et que donc l'espoir ouvert par le socialisme et à l'expérience socialiste n'a pas disparu. Évidemment, ce refus du capitalisme ne se traduit pas toujours par les peuples, par une solution qui pourrait nous agréer. Il y a des constructions à bâtir ensemble et à réfléchir ensemble. Mais ce qui est clair, c'est que l'avenir de l'humanité passe par la lutte pour un communisme de notre temps, qui ne peut pas passer sur l'histoire de l'URSS aux pertes et profits, mais se nourrir de ce qu'elle a permis, et de ce qui a émergé, et l'analyse lucide de ce qui a permis la fin de l'expérience. Nous n'avons pas fini entre communistes d'échanger sur tous ces points, de confronter nos analyses. Non pas pour arriver à un compromis intellectuel acceptable,
mais au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous fait combattre encore aujourd'hui, comme le disait le poète. Voilà. La défense du socialisme soviétique tient une place incontournable, y compris dans le contexte défavorable de rapport de force d'aujourd'hui. Par la démonstration, il faut rétablir la vérité historique, mais dans le but d'armer la bataille révolutionnaire contemporaine pour le socialisme communiste. Les succès colossaux de l'URSS sont inimaginables dans un pays capitaliste. Ces succès et conquêtes sociales sont la conséquence des bases matérielles et politiques sous le socialisme. Le préalable incontournable à ces succès et conquêtes est la révolution socialiste et la dictature du prolétariat. Les partis communistes ont pour stratégie le passage au socialisme-communisme, c'est-à-dire la transition à un système qui se fixe pour but de liquider toute exploitation. Une première dans l'histoire de l'humanité est le passage de l'esclavage au féodalisme et du féodalisme au capitalisme est le passage d'un système d'exploitation à un autre, ce qui permet des compromis entre les classes dominantes du mode de production. Par contre, pour passer du capitalisme au socialisme, c'est-à-dire à la suppression de toute exploitation, il ne saurait y avoir un compromis avec précisément la classe exploiteuse antagonique, la bourgeoisie monopoliste. La question de la conquête du pouvoir est donc une question cardinale pour les communistes et pour le marxisme. Les forces populaires sous la direction de la classe ouvrière, avec la Révolution, vont briser l'appareil d'État du capital et instaurer un nouvel État avec son appareil composé de militants et de cadres révolutionnaires. État dirigé par le prolétariat en alliance avec les autres couches populaires. C'est la dictature du prolétariat. Tout au long de la période de transition au communisme, la lutte des classes se poursuit sous des formes renouvelées, cette fois grâce à l'appui du haut, c'est-à-dire du pouvoir révolutionnaire. C'est là une question décisive qui a été réalisée en URSS jusque dans les années 50, dans sa phase ascendante. L'édification en URSS et ses succès fondamentaux reposent sur des traits universels du socialisme. Ce qui caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété bourgeoise, disent Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Après la Révolution, le pouvoir soviétique, grâce à la nationalisation, a permis que les moyens de production cessent d'appartenir au capital. La nationalisation, grâce à la DDP, la dictature du prolétariat, DDP, je crois que c'est Martin Léman. Donc, grâce à la dictature du prolétariat, transférer à toute la société les moyens de production. Usines, banques, gros commerce, terres, ainsi que des instruments de production. Le pouvoir d'État prolétarien et populaire est la garantie que la nationalisation acquiert véritablement un caractère de propriété sociale. Ainsi, l'ensemble des richesses produites par la société n'est ni approprié, ni détourné par aucune classe possédante. En URSS, dès les années 30, 99,4% des moyens de production industrielle étaient nationalisés, donc socialisés grâce à la nature de l'État prolétariat. Cela a pour conséquence que pour la première fois de l'humanité, les produits du travail appartenaient à tous les membres de la société, et pas à une classe possédante, comme la bourgeoisie s'aurait du capital qui s'est approprié l'essentiel. À cette même période, l'URSS était le premier État, le premier pays au monde à liquider l'exploitation capitaliste. Le chômage, l'un des fléaux les plus cruels du capitalisme, a disparu, puis liquidé dès 1930. Sous le socialisme, en URSS, se réalise également une des plus anciennes et fondamentales revendications du prolétariat. L'abolition du salariat. Le salaire continue d'exister, mais pas le salariat, car la force de travail n'est plus une marchandise achetée par un décote capitaliste. Les nouveaux rapports de production engendrés par la socialisation de l'économie vont faire que la journée de travail se divise en travail pour soi, le salaire, et travail pour la société, c'est-à-dire pour l'investissement productif des besoins sociaux et collectifs inaccessibles à l'ensemble des prolétaires d'autres pays capitalistes.
Le résultat est la satisfaction continue et en progression des besoins matériels et culturels. Le salaire sera donc le résultat de la répartition du travail selon le principe « à chacun selon son travail ». C'est-à-dire que chacun sera payé selon sa qualification, son engagement dans la production. Dans l'entreprise socialiste, tous les moyens de production appartenant à l'État, ce sont le gouvernement et le post-plan, chargé du plan, en consultation et discussion avec les soviets et les gouvernements des différentes républiques, qui excèdent la production toujours ascendante. Et les prix en lien avec les besoins économiques et sociaux. La critique et l'autocritique, moteur du développement socialiste, s'exerçaient à la fois d'en bas, les soviets, les syndicats, et d'en haut par le ministère. Cela impliquait un combat permanent du parti bolchevique contre les tendances bureaucratiques qui tentaient d'étouffer ou de minimiser la critique émanant de la base, voire de minimiser le rôle des ouvriers d'avant-garde qui bousculaient la routine. L'ensemble des entreprises de les années 30, 40 et 50 formaient un complexe économique unique, où chaque entreprise travaillait de manière optimale pour servir les autres. Dans ces années-là, la rentabilité était conçue à l'échelle nationale. Les nouveaux rapports de production assurent un accroissement ininterrompu de la technique moderne et des machines, sans crainte des licenciements ou des fermetures d'entreprises. Sous la direction de Staline, la hausse de la productivité était répercutée dans la baisse réelle des prix des produits de consommation courante. 1947 à 1954, ils baissèrent de 56,5%. Le pouvoir d'achat de 1917 à 1954 a augmenté de 600%. L'URSS fut aussi à l'avant-garde des avancées sociales. Ça a été dit par des camarades, congés payés, retraite à 55 et 60 ans, etc. Leurs montants passèrent concernant les assurances sociales, si vous voulez les sécurités sociales, si vous voulez le parallèle, de 8,9 milliards en 1928 à 123 milliards en 1956. Le développement du revenu national, c'est-à-dire la richesse de l'ensemble du pays, a été multiplié par 5 de 1928 à 1940. Une révolution culturelle va se produire en URSS sur la base de cette infrastructure. Dans le domaine de la médecine, de la culture, de l'ingénierie, de la science, l'URSS fut à l'avant-garde de l'humanité. Pour la première fois de l'histoire, des hommes et des femmes travaillent pour eux-mêmes. C'est le mouvement stakhanoviste qui en est l'expression concrète. L'émulation socialiste politique était le résultat du changement radical du comportement humain vis-à-vis du travail et reposait sur le principe de l'entraide au travail, qu'on peut traduire par l'aphorisme bien connu, tous pour eux, eux pour tous. Enfin, il y a des traits généraux qui caractérisent le socialisme. Par exemple, les formes de propriété. En URSS existait deux formes de propriété. La propriété socialiste commune à tout le peuple et la propriété coopérative, celle des paysans groupés en coopérative de production des colcoses. Mais la propriété coopérative est une forme inférieure de propriété sociale, puisque, de fait, propriété de groupe, le passage à l'économie colcosienne transforma d'ailleurs profondément l'agriculture. Pour consolider l'alliance ouvrier-paysan, les stations de machines-tracteurs jouèrent un rôle très important jusqu'à 1957, date de leur suppression. Ces stations dirigées par la classe ouvrière, elles fournissaient la base matérielle et technique aux colcoses. Il existait également une forme supérieure de propriété à la campagne, ce sont les sovkhozes, fermes nationalisées d'État, qui étaient de grandes entreprises dotées de la technique la plus moderne. Autre trait, l'avantage engendré par la propriété sociale des moyens de production, la possibilité de planifier et d'orienter l'ensemble de l'économie là où le capitalisme signifie concurrence entre les entreprises et les travailleurs. Le socialisme, en effet, permet de mettre fin à l'anarchie de la production. La loi de la valeur n'est plus le régulateur de l'économie, à la différence du capitalisme. Sous le socialisme, grâce à la planification, la production, les forces productives vont pouvoir être réparties en fonction des priorités. Le plan quinquennal avait une valeur impérative, obligatoire, un caractère impératif, du moins dans les premiers plans quinquennaux. Avant la réforme de 1967, qui
faisait du profit de chaque entreprise l'indicateur numéro 1. Le monopole d'État sur le commerce extérieur est aussi un des piliers de l'édification du socialisme. Il est interdit, ce monopole interdit dans un même fonctionnement tout pillage des autres pays, tout en rejetant l'exportation des capitaux propres à l'impérialisme, l'achat d'entreprises à l'étranger, et il protège pareillement l'État socialiste de toute pénétration du capital international. Tous ces critères politiques et économiques existants en URSS vont permettre à une nouvelle loi économique de se développer et d'apparaître à la phase socialiste de transition, menèrent à la reconstitution d'une bourgeoisie et à la restauration du capitalisme, avec la phase finale de la légalisation de la propriété, des moyens de production sur Gorbatchev, avec la loi sur les coopératives de 1985. Dans notre période de contre-révolution mondiale, et de nouvelles thèses opportunistes sur le socialisme du XXIe siècle, sur le socialisme de marché, la création de l'URSS et ses succès, mais aussi la fin de l'URSS avec ses leçons, sont les biens les plus précieux des marxistes et du prolétariat, non seulement pour comprendre ce qu'est le socialisme, mais aussi, mais également, pour comprendre ce que n'est pas le socialisme. Vive l'URSS, bien éternel de l'humanité, vive le socialisme et le communisme. Voilà, encore une intervention intéressante pour bien comprendre d'abord les critères de ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, c'est ce que signifie une classe ouvrière qui retrouve vraiment le pouvoir sur son... qui reprend en main son destin, et puis aussi bien sûr les indices, on en a besoin, les leçons à tirer, et donc les indices aussi bien du socialisme que du non-socialisme. C'est un pays qui parfois se prête en lettres et ne l'est plus. Voilà, donc merci secrétaire général pour cette dernière intervention.